Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Un autre épisode aujourd'hui, l'épisode numéro 63. On est à la fin de l'année 2023, donc c'est le dernier épisode avant le temps des fêtes, avant une petite pause bien méritée pour les fêtes. Et voilà, donc une troisième année qui se conclut pour le podcast. Et aujourd'hui, je termine l'année avec un épisode qui est quand même spécial. En fait, j'ai reçu deux amis collaborateurs et également vulgarisateurs scientifiques dans leur champ d'expertise respectifs. Myriam Baudry, nutritionniste, candidate au doctorat en nutrition et qui est déjà venue d'ailleurs au podcast pour parler de nutrition. Et Kevin L'Espérance, qui est épidémiologiste et candidat au doctorat en santé publique. Lui aussi fait de la vulgarisation scientifique. Donc, on s'est réunis les trois aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est-à-dire la désinformation en lien avec la santé. Donc, on a parlé de désinformation en général. C'est quoi la problématique? C'est quoi les solutions? C'est quoi le lien avec les médias sociaux? Pourquoi il y a une montée de désinformation en lien avec la santé? Puis, on a aussi fait un tour d'horizon de c'est quoi les bonnes pratiques pour aller chercher nos informations en ligne? Donc, comment on fait pour trouver des bonnes informations en lien avec la santé quand on veut des conseils, quand on veut chercher des informations? Et on vous a aussi parlé aujourd'hui d'un projet, on dévoile en fait notre projet qui est Science Influence, une formation qu'on lance pour outiller les créateurs, les créatrices de contenu en ligne à mieux aborder les sujets en lien avec la santé, à parler de façon responsable en lien avec leur contenu qui a trait à la santé. Et voilà, donc on en parle un peu plus davantage dans l'épisode. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Et n'hésitez pas à aller voir notre site web qui est scienceinfluence.com ou à aller voir notre page sur les médias sociaux Science Influence sur Instagram. Donc, voilà, bon épisode. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. Alors, on est parti ce matin pour un épisode spécial avec deux de mes amis, collègues et compagnons de projet dans la vie. Myriam Baudry, Kevin L'Espérance, comment ça va vous deux? Ça va toi? Ça va super bien, Kevin. Ah, pas pire, toi? Excellent, très bien. On se réunit en cette première neige début novembre et très tôt le matin parce qu'on a des horaires qui concordent jamais, autant pour nos réunions de travailler dans des projets. Aujourd'hui, on va parler de désinformation en lien avec la santé. On va parler de ce qui a trait à la désinformation en ligne. On va parler aussi de c'est quoi l'impact de tout ça, mais aussi de solutions. Puis entre autres, dans les solutions, il y a un projet sur lequel on travaille qu'on va dévoiler aujourd'hui aussi dans l'épisode, qui est en lien avec ce qu'on appelle Science Influence. Et mais là, c'est juste un petit scoop parce qu'on va en parler plus tard. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, faisons juste rapidement un petit tour de table ou en fait mettre les gens en contexte. Myriam, tu es nutritionniste, candidate au doctorat en nutrition. Et Kevin, tu es épidémiologiste, un nom que j'adore prononcer, ou un mot que j'adore prononcer, et tu es également candidat au doctorat en santé publique. Je vous ferai faire peut-être juste expliquer rapidement ce sur quoi vous travaillez. Mais avant ça, dans le fond, les trois, on travaille ensemble depuis plus d'1 an sur un projet pour entre autres, trouver des solutions à tout ce qui a trait à la désinformation en ligne, ou en tout cas, c'est une problématique qui nous concerne beaucoup, qui nous appelle. Fait qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important d'en parler? Et aussi, c'est quoi les solutions qui existent en lien avec ça? On va parler un peu de science, mais de réseaux sociaux et tout ça, parce que c'est un monde qui est entremêlé maintenant, en 2023, où tout est accessible facilement. Donc, rapidement, en nutrition, qu'est-ce que tu fais en lien avec ta thèse de doctorat, Myriam? Moi, je fais de la recherche clinique et fondamentale, puis essentiellement, je m'intéresse à l'effet de la supplémentation en oméga 3 sur la prévention du diabète de type 2. Excellent. Et Kevin? Moi, dans mes études, je m'intéresse aux habitudes de vie en lien avec le risque de développer un cancer de l'ovaire, puis je m'intéresse également aux inégalités en santé chez les populations LGBTQIA+. Excellent. Et en même temps, je dois le dire parce que c'est un peu le contexte dans lequel on s'est connus. Les trois, on fait toute la vulgarisation scientifique. Myriam, on s'est déjà connus dans le passé à travers les réseaux sociaux aussi. Puis tu es déjà passé au podcast. Je me rappelle pas le numéro de l'épisode, mais probablement c'est ça, autour de 17-18, on avait parlé des diètes. Voilà, fait que vous êtes bien impliqués dans le monde de la vulgarisation. La science, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, mais aussi vous aimez tout ce qui est
tout le monde en ligne, tout ce qui a trait à la santé. Puis je pense que les trois, on est des personnes bien passionnées, qu'on aime avoir plusieurs projets. C'est pourquoi, en plus d'avoir vos doctorats et moi d'avoir ma pratique de clinicien, de conférencier, d'enseignant, ben on a décidé de se lancer dans un autre projet. Donc, mise en contexte, on sait maintenant qu'en 2023, de un, il y a une utilisation qui est grandissante des réseaux sociaux et aussi juste, il y a une démocratisation de l'accès aux réseaux sociaux, de l'accès à l'information. Plus que jamais maintenant, on n'a plus besoin de personne pour faire des médias ou pour se créer une plateforme pour divulguer de l'information. On peut penser à tout ce qui est le monde de l'influence, les créateurs, les créatrices de contenu en ligne. On peut penser même aux professionnels de la santé maintenant qui peuvent de plus en plus se lancer avec des pages professionnelles pour faire de l'éducation, de la vulgarisation. Et aussi, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, ben, même la population générale, ou même nous, le commun des mortels, ben, on utilise de plus en plus l'Internet avec un grand I pour s'informer. Puis s'informer en termes d'actualité, mais aussi s'informer en lien avec la santé. Puis c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça qui nous touche davantage. Plus que jamais, il y a tellement d'informations qui est accessible en ligne, mais c'est aussi un grand défi de savoir c'est quoi l'information qui est fiable, c'est quoi l'information qui est pas fiable. Fait que ça, c'est un peu la mise en contexte pour parler du sujet d'aujourd'hui. Puis peut-être juste de faire un tour de table pour commencer. Dans vos domaines respectifs, on a chacun un peu des bulles individuelles. Moi, dans mon monde de physio, ben, c'est sûr que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et que je suis, qui sont en lien avec les douleurs, les blessures, etc. Mais dans vos domaines respectifs, c'est quoi des exemples que vous avez vus dans les dernières années qui témoignent un peu du fait qu'il y a une utilisation grandissante des médias sociaux pour consommer de l'information? Peut-être commence avec toi, Myriam, dans ton monde de la nutrition, qui est probablement un des mondes les plus présents sur les réseaux sociaux quand on pense aux diètes, la perte de poids, toute la culture du bien-être, etc. Oui, bien, l'alimentation, ce qui est assez particulier, c'est que c'est un point qu'on va tous avoir en commun. Tout le monde va manger en moyenne 3 fois dans une journée et parfois plus. Donc, c'est certain qu'il y a une recherche importante, une motivation à aller trouver de l'information par rapport à ça. Moi, personnellement, j'ai lancé ma page, du moins plus éducatif, en 2020. Puis depuis 2020, ça va en augmentant, là, mais à tous les jours, toutes les semaines, j'ai des gens dans mes DM qui vont m'envoyer quelque chose, me dire « Ah, j'ai vu telle information en ligne, oh mon Dieu, je capote, il va falloir que j'arrête de manger tel aliment, je devrais acheter tel supplément et tout ça. » Donc, moi, ça me rejoint particulièrement quand ça vient justement, les gens voient une information en ligne, puis ça va venir affecter une action de leur vie quotidienne dans les heures qui suivent. Donc, tu as nommé justement, il y a les diètes, les solutions miracles pour la perte de poids, puis de plus en plus, bon, il y a tout ce qui est la mode par rapport à tenter de réduire l'inflammation, améliorer les fonctions cognitives, blablabla. Donc, il y a tout un aspect plus fonctionnel de l'alimentation qui est mis de l'avant sur les réseaux sociaux. Je trouve ça cool que les gens s'intéressent à l'alimentation, qu'ils soient curieux, c'est génial. Mais là où ça devient inquiétant après, c'est l'impact que ça va avoir dans leur quotidien puis la détresse, l'anxiété qui peut en résulter. Puis toi, Kevin, dans ton monde, tu as quand même un champ un intérêt de recherche qui est assez niché. Fait que comment ça se modèle de ton côté? Mais avant de commencer par mon champ de recherche, je tiens à dire que je suis épidémiologiste, puis quelque chose que tout le monde avait en commun également dans les dernières années, c'était la pandémie de COVID-19. Ouais. Puis c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à être plus impliqué sur les réseaux sociaux pour essayer de partager mes connaissances avec le public parce que les gens cherchaient justement des informations en lien avec leur santé puis leur bien-être là, face à un virus qui était émergent, un virus dont on connaissait peu de choses à l'époque. On en sait un peu plus aujourd'hui, mais encore, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, de là, l'importance, je crois, de notre implication comme scientifique sur les réseaux sociaux. Dans mon domaine, c'est sûr que c'est un peu plus niché. On parle de cancer, particulièrement le cancer de l'ovaire, mais reste que néanmoins, les gens cherchent des informations face au cancer constamment. On le sait, là, d'ici 2030-2040, je pense que c'est 50% de la population qui va avoir un cancer au courant de sa vie. Donc, c'est la première cause de décès également au Canada. Donc, moi, je travaille en prévention. Les gens cherchent des informations aussi pour essayer d'éviter le cancer. Puis ce que je vois souvent circuler, c'est un peu des remèdes préventifs miracles. Il y a des gens, moi je les appelle les marchands de rêve, là, qui essaient de nous vendre de l'huile de poisson pour essayer de prévenir toutes les maux de l'univers. Mm-hmm. Ben ça vient me chercher beaucoup. Puis c'est pour ça que je tiens à transmettre les informations qui sont validées puis qui sont fiables pour faire en sorte que les gens puissent prendre en main leur santé puis peut-être réduire leurs chances d'avoir de développer un cancer. Là. Ouais, puis tu sais, je pense qu'un des points importants, c'est que
l'élément qui fait que ça a un impact, en fait, quand on parle même aussi large que la santé publique, c'est que les gens vont adopter des comportements basés sur les informations lues, entendues, peu importe. Donc, c'est pas juste le fait qu'il y a un peu de l'information qui circule à gauche et à droite, qui peut être, il y a de la très bonne information, comme il y a de l'information douteuse, des fois pseudo-scientifique, et l'enjeu, c'est que les gens vont agir basé là-dessus. Fait que, tu sais, mettons un exemple concret comme toi, si quelqu'un décide d'éviter ou de ne pas prendre un traitement qui est efficace ou qui est basé sur les données scientifiques pour son cancer, puis qui décide de s'en remettre à une solution, entre guillemets, naturelle, comme tu parlais, l'exemple de l'huile de poisson, là, un exemple farfelu, parce que... Pardon, ouais, c'est ça. Parce qu'elle aurait entendu ça sur les réseaux sociaux, mais c'est que ça a un impact sur les comportements des gens. Fait que c'est au-delà de juste le fait qu'il y a de l'information qui circule, qui n'est pas nécessairement la bonne information, parce que ça, on ne pourra jamais l'éradiquer complètement. Mais ce qu'on veut au final, c'est peut-être donner des outils aux gens pour être capable d'avoir des comportements adéquats, peu importe le type d'information auquel ils sont exposés. Fait que, tu sais, même chose, Myriam, toi, dans ton domaine en nutrition, ben, c'est que les gens vont agir, ils vont prendre des régimes alimentaires précis, ils vont avoir une conduite en termes de supplémentation, ils vont aller s'acheter des produits précis, ou ils vont avoir des diètes très restrictives basées sur le fait qu'ils ont entendu telle information au fait que, bon, il y aurait des bénéfices, que ce soit pour la perte de poids, la concentration, etc. Puis une parenthèse, quand Kevin parlait justement que la pandémie a été un déclencheur qui a fait que tu as pris davantage ta place sur les réseaux sociaux pour te prononcer sur certaines thématiques, je lisais 2 revues systématiques récemment, Revue systématique, une révision de plusieurs études qui ont été publiées sur un sujet, puis une des thématiques centrales sur laquelle il y a beaucoup de désinformation en ligne en ce moment sur une variété de plateformes, c'est les maladies infectieuses. Donc la COVID a vraiment été... Autant j'ai l'impression que ça a propulsé beaucoup de mes informations en ligne, mais ça semble, on dirait justement avoir... Là, puis ça, c'est vraiment juste une impression que j'ai changé la façon dont les gens consomment de l'information en santé sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment quelque chose qui semble avoir... c'est ça, il y a eu un changement à partir de là. Mais il y a quelque chose aussi avec les maladies infectieuses, puis c'est particulier, puis là, je me permets cette parenthèse-là, c'est qu'au Canada, on a pensé dans les dernières décennies qu'on avait réglé tout le problème avec les maladies infectieuses. Tu sais, la dernière grande épidémie, on était peut-être même pas nés, certains de nous, alentour de cette table, c'était le VIH-Sida, qui est encore un gros problème de santé au Canada tout de même. Mais on pense, par nos médicaments, nos traitements, nos antibiotiques, qu'on maîtrise bien les maladies infectieuses. Puis là, la pandémie nous a justement frappé dans le visage, nous a dit « Hey, ça existe encore. » Ouais. Puis, tu sais, on n'est pas nés, nous, en tout cas du moins nos générations, dans cet univers-là de les maladies infectieuses existent. Donc, c'est un terrain très propice à la désinformation parce que, tu sais, très jeune, on nous a dit c'était quoi un cancer, une maladie cardiovasculaire. On a rarement parlé de maladies infectieuses. Hein, donc, ouais, mais c'est quelque chose de nouveau pour les gens qui ont 20, 25, 30 ans. Tout à fait. Ils n'ont pas connu ces épidémies-là. Puis, tu sais, même des maladies comme le scorbut, la poliomyélite, c'était quoi, la tuberculose, c'est des choses qui sont pratiquement éradiquées, même s'il y a encore des cas plus anecdotiques ou plus rares. Là. Fait que c'est pas quelque chose auquel on a été exposé. Fait que toute nouveauté amène un peu d'anxiété, un peu de crainte, de l'appréhension. Puis ben on sait que ça peut être un vecteur de faire disons une tempête dans un verre d'eau. Là. Comme on a vu avec la pandémie. Il y a un désir de reprendre contrôle aussi sur sa santé, de exact, je veux me renseigner, je veux être capable de prendre des actions pour moi. Donc il y a tout un intérêt autour de ça aussi. Ouais. Puis vous diriez, tu sais, dans vos domaines respectifs, on a donné quelques exemples, mais c'est quoi mettons, les thématiques dans lesquelles il y a le plus de désinformation? Tu sais, toi, Myriam, tu es vraiment beaucoup impliqué sur les réseaux sociaux. Tu vois vraiment la communauté nutritionnelle en long et en large. C'est quoi les endroits où il y a le plus de désinformation que tu te dis, coudonc, ça va de tous les bords, tous les côtés, les informations? Je dirais qu'il y en a 2 principaux. Le premier, c'est définitivement tout ce qui touche la gestion de poids. Ouais. Donc ça, les croyances par rapport à ça, le type de diète, quel aliment il faut consommer ou ne pas consommer. Donc ça, c'en est un qui, année après année, ça revient constamment. Il y a des thématiques qui reviennent. Donc il y a ça définitivement. Puis je vois beaucoup aussi tout... puis ça, je serais curieuse peut-être, toi, Alex, dans ta pratique, puisque la composante d'inflammation chronique, c'est quelque chose que tu vas voir dans justement différentes pathologies. Tout ce qui est le désir justement de consommer des aliments anti-inflammatoires, réduire ce qui est pro-inflammatoire, ça, on dirait que c'est plus émergent dans les dernières années. Puis là, bon, il y a le microbiote, tout ça qui devient un peu à la mode et qui se mêle là-dedans. Donc, je dirais que c'est peut-être 2 champs principaux de quoi consommer ou ne pas consommer pour perdre du poids et quoi consommer ou ne pas consommer pour diminuer son inflammation dans le corps. Ouais, mais je dirais, c'est sûr que ça touche mon domaine parce que dans le fond, tu sais,
il y a comme deux types d'inflammation que les gens connaissent bien ou peut-être connaissent pas bien, mais l'inflammation aiguë, qui est ce que le corps a besoin après une blessure pour guérir. Puis ce qu'on parle, c'est l'inflammation plus chronique systémique, qu'on sait est associée entre autres à certaines problématiques, puis que ça va venir souvent en lien avec, tu connais ça mieux que moi, mais tout ce qui est syndrome métabolique, là, fait que les gens qui vont avoir des maladies chroniques comme diabète, hypertension, cholestérol, etc. Puis oui, ça a un impact parce que quand on parle de douleurs musculo-squelettiques ou de blessures, les gens, en général, quand ils vont sur le web, ils cherchent des solutions pour aller mieux. Donc, souvent, ils vont être à la recherche de solutions rapides si possible, ce qui est souhaitable. Tout le monde est à la recherche d'une solution rapide quand c'est possible. Fait que c'est là que les gens ils vont chercher, l'exercice miracle, l'étirement miracle, l'oreiller miracle pour le cou, le matelas miracle pour le dos, le programme de remise en forme miracle pour les maux de dos. Fait que des choses comme ça. Et on sait que, quand on parlait d'inflammation chronique, ça ralentit la capacité des tissus du corps à guérir ou à se sortir d'un état douloureux. Fait que oui, ça a un impact, puis c'est pour ça que même des gens vont aller jusqu'à chercher parfois des types de régimes pour aider leur douleur chronique. Puis c'est pas farfelu de voir que la nutrition a un lien avec la douleur puis avec la réparation des tissus. Après ça, c'est de voir c'est quoi le rôle de la nutrition là-dedans, puis à quel point on veut aller très précis et restrictif dans un domaine de notre vie qui est tellement prépondérant et qui est au quotidien, et surtout à quel coût psychologique sur le long terme. Parce que c'est parfait, c'est bien beau d'avoir des solutions qui vont aider à court terme, que ce soit pour n'importe quel problème de santé, mais les choix et les changements et les comportements qu'on adopte pour arriver à cette solution-là, est-ce qu'on est capable de les maintenir sur le long terme, puis d'être bien avec ça? Parce que c'est correct si quelqu'un, par exemple, veut perdre du poids puis fait une diète qui lui permet de perdre du poids, mais cette façon de manger, est-ce qu'elle se voit être heureuse et manger comme ça toute sa vie? Fait que c'est un peu le même principe que je dirais si la personne veut gérer ses douleurs. Est-ce qu'elle se voit faire ces comportements-là toute sa vie? Mais sinon, peut-être qu'il va avoir un plus grand effet néfaste ou un coût psychologique élevé, même si c'est potentiellement pour aller mieux. Puis un autre enjeu aussi qui a changé, on dirait peut-être plus dans la dernière année, c'est tout le paysage socio-économique avec l'inflation. Puis ça, je le vois de plus en plus que plus grande proportion de gens, puis ça, les données le montrent aussi, qui sont préoccupés par le coût de leur épicerie, qui sont plus capables de s'acheter ce qui s'achetait autrement. Là, il y a des statistiques récentes qui sont sorties que c'est 1 personne sur 10 au Québec qui fréquente les banques alimentaires. Ouais, j'ai vu ça Donc, passer. quand encore... C'est énorme. C'est énorme. Donc, quand il y a ça d'un côté puis d'un autre, sur les réseaux sociaux, on va voir toutes sortes de publicités pour acheter tel type de supplément, manger tel type d'aliment, mais tu viens encore plus exacerber justement ce stress, cette anxiété-là entourant l'alimentation. Donc, c'est une autre des parties du problème qui est présente. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est quelque chose que moi je vois aussi en épidémiologie. Là, on évacue la notion de populationnel parfois. Tu sais, les facteurs qui sont un peu plus macro, qui sont un petit peu plus loin de l'individu, comme on parle d'inflation, donc on parle d'accès à une alimentation saine, etc. On évacue ça dans nos études souvent, puis on focus sur la responsabilité individuelle. Puis c'est pas le problème ici, c'est pas la désinformation dans le public général, c'est quasiment de la désinformation ou de la mécompréhension de certains phénomènes dans les professionnels en santé et en recherche. Oui, absolument. Ça, c'est assez incroyable de le dire. Moi, ma thèse est sur la masse grasse, c'est l'excès de masse grasse. Donc, je travaille sur le surpoids, l'obésité. On a tout ce paradigme de pensée-là où on focus beaucoup sur l'indice de masse corporelle. Vous connaissez ce fameux indice-là. Hein? Donc, Myriam pourrait en parler longtemps. Partez-moi pas là-dessus. Donc, la masse divisée par la taille au carré, OK, c'est un indice très imparfait. Il y a beaucoup de limites à cet indice-là. Ça fait 10, 15 ans qu'on le sait en recherche que c'est pas nécessairement un bon indicateur de santé. On devrait, si on parle du moins de surpoids, on devrait miser plus sur la graisse abdominale, la graisse viscérale. Ça, j'appelle ça, c'est la graisse en dedans. C'est celle qui pousse alentour de nos organes. C'est celle-là qui est problématique. Je ne sais pas pourquoi encore, 10, 15 ans plus tard, après avoir eu ces notions-là, en recherche, on continue en pratique, en clinique, à dire aux gens, il faut que tu perdes du poids basé sur l'IMC, alors que ce n'est pas le bon indicateur. Donc, le problème de la désinformation n'est pas juste au niveau de la population générale, mais aussi au niveau des professionnels en santé. Oui, mais ça, c'est un très bon point. Puis, tu sais, ça touche aussi, tu sais, on a un peu abordé tout ce qui est déterminants sociaux de la santé. Fait que, tu sais, on parle d'avoir accès à de l'alimentation saine à bas prix, mais si c'est pas possible pour tout le monde, c'est déjà un enjeu de santé publique qui va avoir un effet sur les choix que les gens vont adopter en termes de comportement alimentaire. Puis, tu sais, évidemment, la désinformation, ça ne touche pas juste le public. Puis, tu sais, moi, j'aime toujours dire que oui, je suis un professionnel de la santé, je suis physiothérapeute,
Mais quand on parle de nutrition, je suis le grand public. C'est pas mon domaine d'expertise. C'est sûr que j'ai un intérêt parce que je suis en santé, je suis curieux, je suis sportif, fait que je lis beaucoup de choses là-dessus. Avec le podcast, j'échange avec tout plein de nutritionnistes aussi. Mais je demeure le grand public. Tu sais, quand je vais voir un médecin puis qu'on aborde une maladie comme un cancer, je suis le grand public. Tu sais, même si je suis un professionnel de la santé. Fait que tout le monde contribue à ce phénomène-là. Puis il y a aussi l'autre facteur que se tenir à jour scientifiquement comme professionnel de la santé, tu sais, les données probantes, puis de se former, c'est un énorme travail à faire, un énorme, entre guillemets, fardeau pour plusieurs personnes. Puis il y a souvent un décalage entre le moment où la recherche nous dit qu'on devrait faire quelque chose et le moment où on le fait dans nos pratiques respectives. Fait que, tu sais, même les professionnels de la santé contribuent à la désinformation. Là. Tu sais, souvent, les gens, quand ils vont avoir une information fausse, là, mettons, j'ai un patient qui a une information fausse à propos de son mal de dos, la majorité du temps, c'est un professionnel de la santé qui lui a dit ça. Fait que c'est pas nécessairement lui qui est allé le chercher en ligne. Ça existe, là. Ça existe d'avoir vu en ligne qu'il faut jamais plier son dos pour ramasser une charge. Tu sais, on voit ça, OK? Puis, mais c'est aussi, ça existe des physios, des médecins, des kinésiologues qui disent on penche pas le dos pour ramasser des charges. Mais donc, ça contribue à la désinformation. Mais c'est rare que les gens sont mal intentionnés au final. C'est juste que c'est dur d'être toujours à jour sur tout. Puis, on veut pas, si on s'est fait dire quelque chose il y a 10-15 ans par notre physio, ça se peut qu'on le garde en tête toute notre vie. Mais peut-être que 10-15 ans plus tard, c'est plus la bonne information et c'est très difficile de mettre à jour nos propres croyances ou de mettre à jour notre information par rapport à ça. Puis une des différences, peut-être avec les professionnels de la santé par rapport à quand des gens du grand public se mettent à partager de l'information en santé, bon, est-ce que ça fonctionne très bien? Ce serait un autre sujet à discuter, mais nous, on a quand même il y a une réglementation, on a un certain cadre pour éviter justement que cette désinformation-là se propage. Je ne sais pas toi, Alex, dans ton code de déonto, moi, j'ai une clause très claire qui dit que les propos que je partage, que je mets de l'avant, les recommandations que je fais se doivent d'être basées sur les données probantes. Ouais, donc, quelqu'un pourrait totalement déposer une plainte à mon égard si je dis quelque chose qui est à côté de la traque. Donc, il y a quelque chose au-dessus de ma tête pour me garder aussi aligné que possible, alors que quelqu'un d'autre aussi, parfois justement des créateurs de contenu, créatrices de contenu qui sont super bien intentionnés, qui veulent amener du positif à leur communauté, mettre de quoi de l'avant qui est inadéquat, ben ça reste dans l'espace public, puis il n'y a rien à faire pour ça. Donc ça, c'est aussi une des limites présentement qu'on partage à l'info en santé. Oui, absolument. Puis tu sais, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de titre professionnel, comme un titre réservé en lien avec un autre professionnel, comme physiothérapeute, nutritionniste, etc., que tu peux pas te partir une page Instagram et faire de la vulgarisation. Puis la personne peut être très bien intentionnée et aussi avoir toutes les connaissances pour le faire, comme elle peut ne pas être qualifiée pour avancer les propos qu'elle dit, tu sais. Puis je l'ai partagé, on avait noté quelques statistiques, là, juste pour parler de à quel point les gens consomment ce type d'informations-là. Il y a 2 études, entre autres, on va en parler dans notre formation, c'est à venir vers la fin de l'épisode, mais en 2022, il y a une étude québécoise qui a dit que le tiers des adultes utilisent les médias sociaux comme principale source d'information. Fait que c'est quand même un adulte sur 3 que leur principale source pour consommer de l'information, puis là, c'est pas spécifique à la santé, hein, c'est juste s'informer en général, ça va être les médias sociaux. Et ce qui est le plus frappant, c'est que si on va voir par les groupes d'âge, chez les 25-34 ans, ben, c'est 50% des personnes que leur principale source d'information, c'est les réseaux sociaux. Et si on descend chez les 18-24 ans, comme je les appelle, la génération TikTok, c'est 67%. Ça veut dire que 2 personnes de 18-24 ans sur 3 vont principalement utiliser les réseaux sociaux comme source d'information au Québec. Puis, il y a une étude de 2023 qui est dans le Reuters Institute Digital News Report qui parlait que, puis ça, il allait plus loin, il regardait c'est quoi le pourcentage des gens qui vont uniquement s'informer à partir des réseaux sociaux. Et chez les 18-34 ans, qui est notre génération, c'est 18%. Fait que, on est à presque 1 personne sur 5 qui n'utilise que les réseaux sociaux pour s'informer. Fait que c'est pas en soi une problématique nécessairement, parce que sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à tout plein de médias différents. Quoique là, actuellement, avec l'histoire des médias et des GAFAM et tout ça, c'est un autre problème avec le projet de loi. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire que, grosso modo, sur les réseaux sociaux, on n'a pas le choix de parler de ce phénomène-là, d'aider et d'outiller autant les gens qui consomment, un peu leur donner des mécanismes d'autodéfense intellectuelle, comme j'appelle, tu sais, des façons de lire l'information et d'être capable de savoir qu'est-ce qui est une bonne, qu'est-ce qui est une moins bonne information, mais aussi d'aider tous ceux qui créent du contenu en ligne, que ce soit des professionnels de la santé ou que ce soit du monde qui travaille dans le monde de l'influence, créateurs, créatrices de contenu. On veut
faire un partenariat, il faut créer une collaboration pour les aider, les outiller, puis qu'au final, ben, on soit capable de contrer ce phénomène-là qui veut pas est grandissant là, en termes de désinformation. Parce que souvent, oh, pardon, vas-y, Ken. Je m'en ai dire juste sur les chiffres. Je suis pas surpris de ça non plus, mais l'idée de la désinformation, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Hein. C'est quelque chose qui existait à l'époque des journaux papier. C'est quelque chose qui existait à la télévision lorsque la principale source d'information, c'était la télé. Ouais, 100%. La petite boîte là, qu'on a oublié à quoi elle ressemblait. Avec les antennes. Donc là, maintenant, moi, ce que je vois avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est capable du meilleur puis du pire sur les réseaux sociaux. L'information se propage excessivement rapidement. Il y a des algorithmes derrière, des problèmes avec les réseaux sociaux, on s'entend, mais aussi c'est une opportunité pour propager beaucoup d'informations qui sont validées et qui sont vérifiables par la science. Donc, il faut le voir aussi du côté positif, à mon avis. Ouais, je suis d'accord. Puis, on a un terrain commun, je pense, entre les professionnels de la santé et les créateurs, créatrices de contenu qui, je veux dire, leur plateforme leur permet de vivre. Puis, tu sais, de ce que j'entends souvent, justement, leur interaction avec la communauté, c'est très précieux. Ils ont le désir de faire le bien avec leur plateforme. Puis, nous, comme professionnels de la santé, quand on va en santé, c'est parce qu'on veut le bien des autres. Donc, on a cette motivation-là commune. Nous, on a la capacité de comprendre l'information en sciences, de faire des recommandations et tout ça, mais on n'a pas nécessairement les habiletés à naviguer les réseaux sociaux comme les créateurs, créatrices de contenu ont. Donc, il y a un moyen, je pense, de trouver un terrain commun, justement. De joindre les forces. Joindre les forces pour, justement, utiliser les médias sociaux comme vecteur de changement positif, ce qui est pas mal la raison pour qu'on est là, les trois. Ce que tu dis, c'est exactement le plus gros problème de la science dans le dernier 100, 200, 300 ans. Tu sais, on a tout le temps imaginé le scientifique un peu fou dans sa tour d'ivoire, inaccessible. Tout seul, isolé. Avec ses gros mots scientifiques incompréhensibles. Mais il faut qu'on déconstruise cette image-là du scientifique. La science, c'est un dialogue qui se passe avec le public. Puis, de manière générale, la bonne science, elle est financée par le public. Donc, je crois qu'on a, nous, comme scientifiques, le devoir, justement, d'engager ce dialogue-là puis de redonner nos connaissances à la population. C'est le minimum 100%. Qu'on doit faire. Donc, ça fait écho à ce que tu disais. Là. Puis, en même temps, tu sais, souvent, on peut avoir tendance, on peut avoir un discours un petit peu cynique de dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, les réseaux sociaux, puis le monde de l'influence, puis des gens qui font de l'argent en disant des niaiseries en ligne. » On entend beaucoup ce discours-là. Peut-être que ça fait un clash générationnel. On sait que la génération, par exemple, de mes parents, ils ne comprennent pas ce phénomène-là nécessairement ou ne comprennent pas l'utilité de tout ça. Mais si on sait qu'on est dans un monde qui a juste évolué, qui a changé, puis maintenant, les médias sociaux, puis d'avoir des modèles d'affaires de personnes qui vivent de contenu en ligne, ça existe et ça va demeurer. Fait que tant qu'à ce que le monde se soit transformé, on n'a pas le choix de dire on est rendu là. Maintenant, il faut travailler avec ça et de trouver des solutions pour créer juste des vecteurs positifs de changement. Je pense qu'on est trois éternels optimistes qui ont compris ça puis qui veulent justement avoir, bon, ben, OK, on a cette belle machine-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on peut, puis, tu sais, faire de la science, c'est d'être créatif aussi, c'est d'innover. Donc là, c'est d'innover avec cette nouvelle réalité-là qu'on a en ligne. Absolument. C'est même pas de l'optimisme, là. Pour moi, c'est du réalisme. C'est d'affronter la réalité devant nous. On est rendu là. Ouais. Ça donne rien de juste dire « Ah, eux, ils font ça, là, ils font les affaires de leur côté », puis un peu de diminuer la valeur de leur travail quand on parle de faire du contenu en ligne, si c'est vraiment ton travail à temps plein. Ça donne rien de mettre ça comme de diminuer la valeur de ce travail-là. Parce que les personnes qui réussissent à vivre de ça, ben, veut pas, ils ont trouvé un modèle d'affaires qui fonctionne et il doit avoir un talent derrière ça. Fait que ce talent-là peut être mis à très bon usage absolument. Là, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table pour parler. Parce que je pense que les gens sont souvent très négatifs autour de ça. Faisons un premier tour de table pour parler des effets positifs potentiels. Puis peut-être garder avec des exemples de vos domaines d'expertise. Quand on parle de contenu en ligne, on parle de partage d'informations. C'est quoi que vous voyez comme étant les effets positifs dans vos champs respectifs d'avoir ces plateformes-là, puis d'avoir des gens qui parlent, par exemple, de nutrition, d'épidémiologie, de cancer, de santé publique. Fait que faisons un tour de table. Peut-être qu'on commence avec Kev. Oui, j'ai pas vraiment cogité sur la question, honnêtement. Un des avantages que je vois d'utiliser les réseaux sociaux pour partager de l'information, c'est la communication directe avec les gens qui sont touchés par ces informations-là. Ouais. Souvent, lorsqu'on fait des projets de recherche, nous, comme scientifiques, ben, on les fait avec nos propres biais. Nos propres idées préconçues ou peu importe. Oui, c'est basé tout le temps sur la science ou sur des théories, mais quand on a cette proximité-là avec le public, quand on échange avec le public, des fois, il y a certains angles morts qu'on a dans nos projets qu'on
qu'on intègre grâce à cette communication-là qui existe avec eux sur le terrain. Ça permet d'ajuster basé sur la réalité terrain. Oui, puis tu vois, comme il y a une de mes études sur laquelle je travaille, c'est exactement ça qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec les acteurs communautaires qui œuvrent dans le milieu des communautés LGBTQIA+. Puis c'est à eux qu'on a posé des questions, on a dit, c'est quoi les enjeux sur lesquels vous voulez qu'on se penche? C'est quoi les enjeux qui sont importants pour vous en ce moment? Donc, on les a écoutés, on a fait ce dialogue-là, on a échangé avec ces personnes-là, puis au final, tout ce qu'on produit en recherche, ben, on développe du matériel aussi numérique avec ces personnes-là. Ouais. Comment vous voulez framer cette information-là? Comment ça va se rendre dans vos communautés? Donc, moi, je le vois, là, la pertinence d'utiliser les médias sociaux ou peu importe le médium, là, surtout numérique, là, pour dialoguer en recherche. Ça donne une voix à des communautés qui ont été trop souvent oubliés. Donc, ça, c'est vraiment un bel avantage. Absolument, absolument. C'est pas plus différent que moi d'aller dans un congrès puis que d'autres scientifiques commentent mes projets puis me disent « Hey, t'as-tu pensé à telle affaire? » Absolument. Puis je fais comme « D'avoir la Ah rétroaction non, j'y ai pas pensé, mais là, je l'ai avant de faire la recherche. » Ouais. Je prends un tout petit moment pour vous parler d'une formation de mes amis de chez Bioéducation qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous traitez et vous prenez en charge des patients qui ont de la douleur chronique? Si oui, Bioéducation a monté une énorme formation en ligne qui comprend plusieurs niveaux et qui est une certification en approche globale en gestion de la douleur. Donc, vous pouvez le faire par module, 100% en ligne, autonome. Un apprentissage qui se fait avec des visionnements d'histoires de cas, entre autres. Et ils ont impliqué 4 formateurs cliniciens, donc des formateurs qui viennent du Canada et de l'Australie. Donc, c'est une collaboration de cliniciens. Donc, vous avez accès à une expérience qui est également diversifiée. Donc, super pertinente formation. Et évidemment, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code promo Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne. Et évidemment, vous allez trouver toutes les informations nécessaires en lien avec la formation dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Puis toi, Myriam, dans ton monde de la nutrition, c'est quoi des exemples positifs que tu vois, que tu es contente de savoir qu'il y a du partage de contenu, du partage d'informations en ligne? Oui, il y a comme 3 angles principaux qui me viennent en tête. Le premier, c'est la proximité des gens avec les nutritionnistes. Quelqu'un qui est en ligne, qui sent qu'il y a un problème avec son alimentation, quoi que ce soit, ben là, tu as des dizaines, des vingtaines de nutritionnistes qui sont en ligne. Puis au lieu de passer par le site de l'ordre professionnel ou sur un site web qui est un peu froid pour prendre un rendez-vous, ben les gens peuvent s'écrire « Hey, je peux-tu prendre un rendez-vous? » C'est pas toutes les nutries qui fonctionnent comme ça, mais il y a comme une proximité où on dirait que j'ai l'impression que ça amène peut-être plus facilement les gens à aller vers des professionnels de la santé. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Puis, je veux dire, moi, le doc, c'est ce qui prend le gros de ma place. Je fais pas beaucoup de consultations, mais le nombre de fois que j'ai référé des gens, puis je me dis, bon, si j'étais pas en ligne, ces gens-là, il aurait peut-être trouvé une autre façon, mais je trouve ça cool rapidement de pouvoir référer à mes collègues. Le sentiment de communauté aussi, donc des gens qui parfois vont avoir vécu souvent, pendant longtemps, avec des préoccupations en lien avec leur alimentation, qui, de par le contenu sur les réseaux sociaux, se rendent compte que, finalement, devoir tout le temps regarder l'étiquette nutritionnelle avant d'acheter quelque chose, c'est peut-être pas un comportement qui est normal. Donc, leur faire réaliser que il y a moyen de ne pas souffrir autour de son alimentation. Je pense que ça, c'est bien. Le sentiment de communauté aussi pour des gens, par exemple, qui décident, qui ont la maladie cœliaque et ne peuvent pas consommer de gluten, de trouver des groupes, des communautés, des pages, justement, de ne pas se sentir seul avec ces conditions-là. Même chose pour les troubles alimentaires ou quelqu'un qui s'en va vers le véganisme. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Puis troisième chose, la nutrition, bon, c'est comme tu as dit tantôt, c'est un terreau qui est excessivement fertile pour la désinformation. Autant qu'il y a beaucoup d'informations, je pense que ça permet d'amener des questionnements aux gens. Donc, ils vont voir une information, puis probablement 2-3 scrolls plus loin, ils vont en voir une qui dit exactement le contraire. C'est mélangeant, ça amène de la confusion, mais je pense que ça permet quand même de venir amener une espèce de questionnement et d'éviter immédiatement de prendre action là-dessus. Ce serait les 3 points que je vois. Ça peut être sain d'être exposé à des informations absolument, divergentes absolument. Parce que ça t'oblige à te poser des questions sur c'est quoi les façons que j'utilise pour déterminer qui est une source d'information crédible. Oui. Comment je fais pour déterminer que je vais prendre l'information A au lieu de l'information B. Exactement. Pour ma part, dans le monde de la physio, des douleurs, des blessures, je pense qu'un des effets les plus positifs, c'est que nous, ce qu'on souhaite comme physiothérapeute, c'est que les gens s'auto-prennent en charge. Mm-hmm. On veut donner des outils, on veut accompagner les gens puis les aider pour qu'ils soient capables de régler eux-mêmes leurs problèmes. C'est sûr qu'on est des facilitateurs de ça, puis il y a des traitements qu'on peut faire qui vont aider à faciliter cet objectif-là. Mais au final, moi, ce que je veux, c'est que la personne, elle soit chez elle, puis qu'à cause de toute l'information qu'elle a acquérie, elle n'est pas inquiète de sa condition, elle sait quoi faire quand elle a mal, elle sait quoi favoriser pour être bien sur le long terme. Puis,
ça, c'est aussi possible par l'information qui est partagée en ligne. Fait que quand les gens sont curieux d'aller chercher sur YouTube top 5 exercices pour l'arthrose au genou, ben c'est sûr que le titre, il n'est pas super fameux, est un peu accrocheur, mais au final, c'est quand même une personne qui cherche à faire quelque chose d'actif, c'est-à-dire des exercices pour aller mieux. Fait que ça me dérange pas tant à ce niveau-là, puis c'est un des effets positifs, mais le contrebalancier, c'est qu'on peut aussi trouver le même effet, le même impact pour des trucs un peu plus passifs. Fait que, tu sais, ce que je disais tantôt, des exemples de tel supplément pour l'arthrose au genou ou le meilleur matelas pour dormir pour ne pas avoir mal au dos. Fait que c'est sûr qu'il y a les deux côtés de la médaille, mais il y a beaucoup de positifs au fait que les gens peuvent aller chercher des solutions pour s'auto-prendre en charge. Après ça, le défi pour eux, c'est de savoir quelle information est vraie, laquelle est bonne pour ma condition individuelle, parce que l'arthrose au genou, si je prends ça comme exemple, mais ce sera pas pareil pour Myriam, pour Kevin, puis pour Ginette, puis pour l'autre personne, tu sais, fait que c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Mais ça a quand même cet effet positif-là. Et en même temps, je trouve aussi que le deuxième, peut-être, élément positif, c'est que les gens qui auraient eu une expérience négative passée avec un professionnel de la santé X, fait que, tu sais, je vais parler de physio parce que c'est mon domaine, quelqu'un qui aurait déjà vu un physio, puis qui avait peut-être une idée préconçue, négative. Exemple, un physio, ça met de la chaleur puis ça fait des massages parce que c'est pas ça que vous faites? Parce que quand j'ai consulté en 2001, c'est ça que ma physiothérapeute avait fait. Mais peut-être que quand je vois Alexis qui met sur les réseaux sociaux sa façon de faire de la physiothérapie, ben je me dis peut-être que c'est différent la physio puis ça a peut-être changé. Fait que ça va peut-être m'amener à vouloir reconsulter quelqu'un pour régler mon problème qui n'a jamais été réglé. Fait que tu sais, ça a cet impact-là positif aussi. Peut-être j'aimerais ça aussi faire un tour de table sur les effets potentiellement négatifs, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, tu sais. Si on parle de problématiques, oui, il y a des effets positifs à tout ça, mais il y a des raisons pour lesquelles on s'est penché sur la question puis qu'on a travaillé sur le projet commun, c'est qu'il y a des conséquences des fois aux choses qui sont dites sur les réseaux sociaux en termes de recommandations, que ce soit par des vrais professionnels de la santé ou par des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner les recommandations. Fait que refaisons un tour de table puis dans vos domaines respectifs, ce serait quoi des exemples concrets de conséquences? Puis c'est sûr qu'on peut grader les conséquences. Il y a des conséquences légères, mais ça peut aller à des conséquences graves. Ce serait quoi des exemples que quand on parle de désinformation en nutrition, on pourrait dire, ben ça, voici des exemples de conséquences que ça peut avoir. Mais il y a définitivement de mon côté que ça va amener de la détresse aux gens, littéralement. Là, puis ça, j'en ai déjà vu dans mes DM, quelqu'un qui est à l'épicerie qui m'envoie une photo de 2 aliments puis qui me dit « J'ai vu telle information en ligne, blablabla, des gros paragraphes, je sais pas quoi prendre. » Je me dis « Mon Dieu, OK, on prend une grande respiration. À l'épicerie, ça devrait pas être une tâche qui amène autant de stress. Ouais. Donc, il y a un impact directement dans la vie des gens. Là, ça, je parle d'impact au niveau plus psychologique, la confusion, le stress entourant l'alimentation, mais il y a des impacts physiques quand les gens vont littéralement, là, ensuite, embarquer dans un challenge de 21 jours en ligne, dépenser des centaines de dollars pour acheter tel et tel supplément et finir par avoir des effets secondaires, être fatigué, développer des préoccupations face à l'alimentation qu'ils n'avaient pas au préalable. Donc, ça, il y a des impacts directs au niveau du quotidien des gens. Puis, je rappelle encore une fois que c'est une action qui est présente 3 à 6, 7, 8 fois dans une journée. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Un autre impact négatif, je dirais que c'est au niveau de la crédibilité des professionnels parce qu'en ligne, une nutritionniste qui a fait 4 ans d'université, 1400 heures de stage, qui doit se conformer à des standards, des heures de formation continue, tout ça va être mis sur le même piédestal qu'un coach en nutrition qui a peut-être ou peut-être pas fait une formation de 3 heures en ligne. Donc, puis ça, après, les gens disent, ben là, une personne dit ci, l'autre dit ça, ben ça vient instaurer une espèce de climat de méfiance parce que, justement, les gens ne savent plus de quel côté se tourner. Fait que ça, je dirais que c'est 2 sphères définitivement d'impact négatif qui sont amenées. Oui, absolument. Puis c'est quelque chose même moi, qui n'est pas nutritionniste, qui n'est pas dans le monde de la nutrition précisément, c'est des choses que je vois juste parce que la nutrition, c'est tellement présent en ligne, cet aspect-là de nos vies. Toi, Kev, ce serait quoi des exemples négatifs que tu as vus? J'imagine que ça te saute aux yeux tout ce qui est en lien avec la COVID, la pandémie. Ouais. Là, on recule un peu en arrière, mais... C'est sûr. C'est là que j'ai décidé de me lancer un peu plus dans la vulgarisation scientifique. Avant, j'en faisais plus... je faisais de la politique de corridor. Hein. Donc, moi, la vulgarisation que je faisais, c'était pour informer les décideurs publics sur différents enjeux de santé. Mais tu vois, durant la pandémie, on a vu
paquet de choses émerger. Puis c'est normal, hein, on était dans un moment de panique, on était anxieux, on avait peur, donc on voulait trouver des solutions à nos problèmes. Puis une de ces solutions-là qui avait été proposée par un médecin farfelu en France, qui est le docteur Didier Raoult, pour ne pas le nommer. Il a été très médiatisé Très de médiatisé, toute façon. hein, donc on parle de l'hydroxychloroquine, peu importe, vous avez probablement entendu parler de cette molécule, mais moi, c'est la reprise médiatique qui en a été faite, qui m'a vraiment fait mal aux yeux. Puis ça a eu des répercussions excessivement négatives. Au moment où ce que Donald Trump est sorti sur la place publique, puis a dit qu'on a un médicament, l'hydroxychloroquine, ça fonctionne. Même moi, je l'ai utilisé, puis j'ai pas de COVID-19. Les gens ont commencé à chercher l'hydroxychloroquine en panique. Donc, ça a créé des pénuries pour d'autres indications parce que l'hydroxychloroquine est utilisée pour d'autres problèmes de santé. Dans laquelle il y a une utilité démontrée. Il y a une utilité démontrée, une efficacité, puis une innocuité, donc une sécurité démontrée aussi. Pour la COVID-19, ça n'a pas été démontré, et encore aujourd'hui, ça n'a pas été démontré, ça, avec l'hydroxychloroquine. Donc, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Mais à ce moment-là, lorsque Donald Trump est sorti sur la place publique, on a vu des pics, une hausse des intoxications. Les gens allaient chercher littéralement du liquide pour aquarium dans lequel il y a du chlore ou whatever, puis ingéraient ça pour essayer de se protéger contre la COVID-19. OK? Donc, ça a eu des répercussions directement physiques, mais comme je dis, indirectement aussi, ça a eu des répercussions sur pénurie de médicaments, etc., etc. Okay? Donc, quand tu es une personnalité publique, je crois que tu as la responsabilité puis le devoir de faire attention à ce que tu dis, particulièrement lorsque tu es président des États-Unis d'Amérique. Autre chose qui traîne puis qu'on voit souvent encore aujourd'hui, malheureusement, c'est le lien entre l'autisme et la vaccination contre la rougeole, rubéole, oreillon. OK, donc c'est très bien démontré là, que ce vaccin-là est sécuritaire, efficace, etc. Puis on le voit, là, on a eu des immunités de masse dans les populations, de sorte à ce qu'on a vu une chute drastique de ces infections-là dans nos populations lorsque la couverture vaccinale elle est suffisante dans la population. Malheureusement, cet article-là, qui avait été publié par un médecin à l'époque, était un article frauduleux, basé seulement sur 8 patients d'ailleurs. Donc il y avait seulement 8 personnes dans l'article. Puis une des conclusions était il y a possiblement un lien entre l'autisme et cette vaccination-là. Ça l'a explosé. Ça l'a explosé, là. Ça a pris une reprise médiatique incroyable, alors qu'il y avait 40 autres études qui montraient le contraire. Le monde a focusé sur cette petite étude-là. Puis encore aujourd'hui, je pense que l'article est sorti aux alentours des années 2000, encore aujourd'hui, suivant la rétraction de cet article-là, la reconnaissance que c'était un article frauduleux, qu'il y a eu de la fraude pour X, Y, Z raison. Que le médecin a été payé pour... En fait, c'est qu'il voulait partir sa propre compagnie de vaccins contre les oreillons, rubéole, rougeole. En tout cas, il y a plein d'affaires qui sont arrivées autour de cet article-là. Encore aujourd'hui, on a des endroits, particulièrement aux États-Unis, où on voit des éclosions de ces infections-là, alors que ça ne devrait pas arriver. Parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner de crainte que leur enfant ait l'autisme, ce qui est biologiquement impossible. Il n'y a pas de raison qui pourrait expliquer ça. Puis l'exemple que tu nommais par rapport aux médicaments, ça me fait penser à ce qu'on voit présentement avec le médicament Ozempic, qui est utilisé pour le diabète de type 2, qui est mis de l'avant les gens qui vont partager leur Ozempic Journey sur TikTok. Puis là, il y a des pénuries parce qu'un des effets secondaires de ces médicaments-là, c'est la perte de poids. Donc, il y a des gens, justement, qui vont tenter de se le procurer uniquement pour la perte de poids, ce qui fait que les gens qui en ont réellement besoin pour le diabète de type 2 ne peuvent pas l'avoir. Puis, j'ai pensé à un autre exemple en nutrition quand tu parlais justement plus de l'impact au niveau des populations. Un exemple loufoque, il y a une personne sur les réseaux, le Medical Medium, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une très, très grosse plateforme aux États-Unis et qui reçoit des informations des esprits par rapport à ce que la population devrait faire pour sa santé. Cette personne-là, best-seller de livres et tout ça. Et à un moment donné, lui, ce qu'il mettait de l'avant, c'était le jus de céleri. Il y a eu des pénuries de céleri et le prix des céleris, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, a 6 $ le céleri. 7 $. Donc ça... oui, absolument. Oui, donc ça, on voit un impact... Pour de l'eau. Oui, on voit un impact concret d'une personnalité publique qui dit des choses sur la place publique et qui ça crée une demande immense du côté du public qui fait en sorte que les épiceries doivent faire exploser les prix d'un légume. Tout ça basé sur rien. Ouais. Donc ça, c'est pas juste les gens, le individuel, le quotidien, c'est littéralement à l'épicerie que l'effet s'est transposé. Oui, absolument. Puis tu sais, t'en parles, puis c'est frappant quand tu le dis que Ozempic, c'est un effet secondaire
la perte de poids, mais moi, j'ai des patients qui se le font prescrire comme indication pour perdre du poids. Fait que c'est rendu qu'il y a même comme une espèce de, comment dire, de déformation de l'utilité de certains médicaments. Fait que ça va, tu sais, ça peut aller loin. Puis les gens, des fois, vont arriver chez le médecin puis ils vont dire, moi, je veux le Ouais, Ozempic. exact. Il y a beaucoup de ça aussi. Puis plus loin que ça, hein, on a commencé à faire des annonces. Je sais pas si vous avez vu Dans le métro, le métro, il y a des bannières Ozempic annoncées, alors que les études sont pas là encore. Puis c'est vrai que ça a peut-être des effets prometteurs, mais il y a un fort risque qui est associé à ces interventions-là pharmacologiques pour l'instant. Il y a des effets secondaires qui sont très notables. Ouais, puis encore une fois, tu sais, si on connaît, puis tu sais, j'ai déjà fait quelques épisodes en lien avec le poids, l'alimentation, la nutrition. Si on connaît toutes les nuances et la complexité de ce qui explique pourquoi quelqu'un a un poids X ou Y, tu sais, de s'en remettre à un médicament magique pour potentiellement régler tout le problème, c'est un peu farfelu. Tu sais, si on avait la solution magique, ça fait longtemps qu'on la connaîtrait. Là. En même temps, c'est sûr que c'est un phénomène complexe, mais en même temps, c'est juste que la science n'est pas rendue là encore pour l'expliquer. Donc, ça va prendre du temps. Puis, je comprends pourquoi il y a un engouement, parce que c'est vrai que quand tu veux perdre du poids, peu importe les raisons, puis il peut y avoir des raisons très valides, mais c'est vrai que les interventions en nutrition et en activité physique, en termes de perte de poids, ne fonctionnent pas. Du moins, les effets à long terme ne sont pas démontrés. Donc, les gens veulent s'en remettre justement à des méthodes plus faciles, comme les interventions pharmacologiques. Reste néanmoins que ce genre de médicament-là, on ne sait pas si c'est un médicament qu'il va falloir que tu prennes à vie ensuite, ou peu importe, pour maintenir ta perte de poids, ou puis si c'est vraiment efficace, en fait, puis est-ce que ça vient au détriment de ta santé? Est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires? Ça va prendre du temps pour étudier ces choses-là. Donc, je comprends l'engouement alentour de l'Ozempic, mais en même temps, j'apporte le bémol ici que l'efficacité pour la perte de poids n'est pas démontrée en soi en termes de sécurité pour la santé et le bien-être des personnes qui en prennent. Puis la question que je me pose, c'est, disons là, la même situation Ozempic est mise sur le marché, mais on est en 1990 où il n'y a pas l'Internet et les réseaux sociaux. Est-ce qu'on voit le même engouement, les mêmes pénuries? Donc, c'est là aussi où des fois, avec ces outils-là, on dirait il y a une responsabilité de plus qui vient avec ça puis qui se transpose directement dans l'accès à des médicaments. Là. C'est quelque chose de tellement fondamental. Là, donc, ouais. Puis tu vois, si on regarde dans mon domaine, il y a une des choses qui m'avait frappé, puis c'est dans les dernières années, il y a une personnalité publique au Québec, je ne la nommerai pas parce que c'est pas nécessaire, mais qui avait fait la promotion d'une certaine chaise électromagnétique pour tout ce qui était problématique de fuite urinaire chez les femmes. Donc, fuite urinaire, problème de plancher pelvien. Tu sais, on sait que c'est une problématique qui est fréquente, les pertes urinaires ou les incontinences urinaires chez les femmes. Et elle avait fait la promotion de cette chaise. Je ne sais pas exactement le mécanisme par lequel cette chaise fonctionne, mais c'est un genre d'électromagnétisme ou quelque chose comme ça. Et ça avait été sur la couverture de magazines, comme quoi c'était une solution miracle, que ça avait réglé tous ces problèmes de fuite urinaire, etc. Puis il y a eu un engouement pour ce type de chaise-là, puis ce type de traitement, alors que les expertes en rééducation périnéale, dans la recherche, il y en a beaucoup en physiothérapie, puis c'est hors de tout doute, les évidences disent que c'est pas efficace, puis que les meilleures interventions sont vraiment une rééducation périnéale et pelvienne en physiothérapie, par exemple. Fait que, tu sais, c'est le genre de désinformation que quand on étiquette à un visage public, ça a beaucoup plus d'impact et de rayonnement. Fait que, par exemple, quand une personnalité qui est très suivie, tu sais, on parle des visages publics au Québec comme une Véronique Cloutier là, qui dirait que tel médicament ou tel supplément est incroyable pour le sommeil, mais c'est sûr que la majorité des gens vont avoir envie de l'essayer parce qu'il y a cette espèce d'appel à l'autorité par une personnalité publique qui rayonne. Et quand les gens sont très attachés à un visage public, ben, ils vont avoir tendance à peut-être être plus facilement influençable de par les propos de cette personne-là. Ça, c'est un exemple qui existe où tout ce qui a trait à... Tu sais, je dirais que dans mon domaine, la désinformation, c'est rare que ça a des conséquences graves en termes... les gens vont jamais mourir de ça parce que mon domaine, c'est les blessures, les douleurs. Le pire qui arrive, c'est que les gens, ils ont des douleurs chroniques qui restent toute leur vie puis qui sortent pas d'un problème. Ce qui est quand même un gros problème puis qui peut avoir des conséquences dévastatrices, mais il y a personne qui va mourir d'un mal de dos. Mais au final, ça peut quand même être en acquérissant des... Je pense pas que ça se dit acquérissant. En acquérant, merci pour la correction. En acquérant des informations qui sont fausses. On peut implémenter des fausses croyances, on peut avoir des fausses croyances, puis on va avoir des comportements inadéquats ou on va empêcher d'avoir le meilleur traitement possible. Fait que, tu sais, si je reprends l'exemple du mal de dos, si toute ta vie, tu te fais dire par la même personne ou tu as appris sur les médias sociaux qu'il faut pas que tu te penches pour
ramasser des objets. Mais si tu arrêtes de te pencher toute ta vie, bien, c'est sûr que ta colonne vertébrale va perdre beaucoup de mobilité. Puis tu vas développer de la raideur. Puis là, tu vas tomber dans un cercle vicieux que quand tu en fais trop, parce que tu n'as plus de mobilité, tu as plus de douleur. Fait que là, ça renforce ton idée que quand on bouge, c'est mauvais. Fait qu'on va tomber dans un cercle vicieux négatif jusqu'à temps qu'on ait la bonne information. Fait que ça, c'est rarement des exemples. Ça va pas être des exemples mortels, mais c'est juste le fait que les gens vont perdurer avec leurs incapacités. Ça va leur amener des conséquences physiques, psychologiques, sociales. Il y a des gens qui sont en invalidité toute leur vie. C'est un énorme problème. Puis là, on pourrait même rentrer dans tout ce qui est toute la CNESST puis les indemnisations pour les accidentés du travail. C'est un énorme problème de santé publique. Des gens qui restent en invalidité physique prolongée à long terme, là, toute leur vie à cause d'un mal de dos, d'un mal de genou, d'un mal d'épaule. Puis souvent, quand on regarde en amont de ça, c'est qu'il y a des professionnels de la santé qui n'ont peut-être pas donné les bonnes recommandations. C'est les gens qui ont peut-être eu des croyances nuisibles à leurs conditions parce qu'ils ont lu quelque chose ou ils ont suivi le conseil de quelqu'un dans leur famille ou ils ont suivi l'expérience de quelqu'un qui leur a parlé de leurs problèmes à eux. Fait que, tu sais, au final, c'est plus ça les conséquences que ça a. Mais moi, ce que je vois quand les gens viennent me consulter puis que je suis rendu la 2e, 3e, 4e, 5e consultant au dossier, c'est que mon plus gros travail avec eux, c'est de défaire leurs croyances. C'est même pas de régler le problème physique, dans le sens que souvent, leur problème physique, il est très simple pour moi, mais le plus gros défi, c'est comment je les amène à changer leur perception de leurs conditions pour les amener dans les bons comportements. Parce qu'ils ont développé des comportements d'évitement, ils ont mis de côté des sports, ils ont arrêté de se pencher, de s'accroupir, tu sais. C'est plus ça, les conséquences de mon côté, là. Ah, mais c'est la même chose pour moi. Moi, je travaille sur les habitudes de vie. Ouais. Donc, généralement, les gens vont quand même réussir à avoir une vie avec une longue vie. Mais après, c'est à savoir, est-ce que tu vas avoir une vie en santé exact. C'est la qualité de vie. C'est la qualité de vie qui en prend un impact souvent par le biais de ces mauvaises informations-là. Oui, absolument. En alimentation, par contre, ça, j'ai vu des exemples, j'ai lu des case reports de gens où il y a eu des décès ou des conséquences très, très graves. Là. Donc ça vient vraiment beaucoup me chercher. Il y en a définitivement, c'est sûr. Mais tu sais, je parle le plus gros enjeu. Moi, mon but dans la vie, c'est de faire en sorte que les gens vivent vieux, heureux, bien, en santé. C'est ce que je veux faire. Si on se compare, par exemple, aux pays scandinaves, puis là, je fais une autre parenthèse, mais aux pays scandinaves, on rentre, nous, au Québec, en moyenne, dans le système de santé, on rentre 6 à 12 ans plus tôt dans le système de santé que chez les pays scandinaves. Et où la différence? Dans les pays scandinaves, généralement, ils sont un petit peu plus ouverts sur les saines habitudes de vie. Ils sont un petit peu plus avancés là-dessus. Donc, c'est plus intégré. Pratique d'activité physique, travail actif, etc. Ces choses-là. Ou peut-être un peu moins d'isolation sociale, mais encore là, c'est quelque chose qui est un peu tabou dans ces pays-là aussi. Ouais. Mais reste qu'il y a des grandes différences au niveau des habitudes de vie là-bas. Donc, tu sais, on se doit de se questionner, mais je pense que l'impact de la désinformation, c'est beaucoup ça, ce que tu dis, Alexis. C'est pas nécessairement que les gens vont plus mourir. Non. C'est que la qualité, on parle de morbidité et pas nécessairement de mortalité. C'est que les gens vont vivre plus longtemps en moins bonne santé, donc la qualité de vie est réduite. Là. Absolument. On parle de solutions et on espère faire partie de la solution avec le projet qu'on lance. On va, dans le fond, on a créé, ça fait plus d'1 an qu'on travaille là-dessus, on a créé une page qui s'appelle Science Influence, où enfin, on a payé. C'est pas une organisation, là, mais le titre qu'on s'est donné, ça s'appelle Science Influence. Le but là-dedans, c'est qu'on a identifié qu'il faut un peu reconnecter le monde scientifique professionnel avec le monde qui sont en ligne, les créateurs, les créatrices de contenu. On veut diminuer l'espace qu'il y a entre ces deux groupes-là. On veut pas que ce soit séparé, puis on veut pas que les gens naviguent en parallèle dans leur direction en silo. Et dans cette optique de vouloir collaborer, de vouloir aider, on a créé une formation qui s'appelle « Influencer en santé sans nuire ». Et peut-être parlons un petit peu de ça et après ça, on fera un tour de table pour savoir c'est quoi nos motivations personnelles qui nous ont amenés à vouloir s'impliquer dans ce projet-là. Fait que concrètement, Myriam, notre présidente du comité, veux-tu nous expliquer cette formation-là, Influencer en santé sans nuire? D'abord, qu'est-ce que c'est?
Influencer en santé sans nuire, c'est une formation interactive. Donc, c'est nous trois qui se déplaçons dans vos agences pour rencontrer les agents de marketing d'influence, les créateurs, créatrices de contenu, mais aussi les personnalités publiques qui ont des grosses plateformes pour d'abord les sensibiliser à l'impact de leurs propos en ligne, leur faire réaliser ou leur amener des réflexions par rapport à la portée de leurs propos, ce qu'ils peuvent faire de bien et de moins bien sur leur plateforme, mais surtout les outiller afin qu'ils puissent utiliser leur plateforme pour être des vecteurs, justement, de changements positifs parce ça fait plusieurs minutes qu'on parle des différents impacts que les réseaux sociaux peuvent avoir et nous, on veut potentialiser, justement, le positif que ces plateformes-là peuvent avoir, les guider parce que les réseaux sociaux, je veux dire, il y a une dizaine d'années, ça n'avait pas les mêmes utilités que ça avait aujourd'hui. Le marketing d'influence est en émergence. C'est un outil qui a beaucoup de potentiel. Donc, comment est-ce que nous, on peut vous aider avec notre bagage scientifique? Comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux faire votre travail et mieux prendre soin de vos communautés? Donc, essentiellement, est-ce que je dis quelque chose? Ouais, non, ça ressemble à ça. Puis, tu sais, pour être clair sur à qui s'adresse cette formation-là, tu l'as bien dit, mais c'est vraiment les créateurs, les créatrices de contenu en ligne. Donc, entre guillemets, les gens pourraient appeler ça les influenceurs, les influenceuses. On s'adresse aussi aux agences d'influence, fait que les agences qui regroupent ces créateurs, ces créatrices de contenu. Si les gens identifient que ça pourrait répondre à un besoin ou à être une bonne formation pour les outiller à être encore mieux par rapport à comment ils parlent de contenu en ligne, mais aussi n'importe qui est, comme tu disais, dans le monde de l'influence, qui a une personnalité publique, qui a une grande tribune sur les réseaux sociaux. Fait que on est professionnel de la santé, c'est pas une formation spécifique pour les professionnels de la santé, c'est vraiment plus pour tout ce qui a trait au monde de la création de contenu en ligne. Oui, tu allais rajouter quelque chose? J'allais rajouter aussi, je sens des questionnements qui émergent de plus en plus venant justement des personnalités publiques, des gens qui ont des grosses plateformes. Quand il y a des enjeux sociaux puis que les créateurs de contenu ou les personnalités publiques se sentent un peu forcés de devoir se prononcer, bon, il y a une variété d'enjeux sociaux auxquels on peut penser, des événements qui se sont produits dans les dernières années, mais nous, justement, c'est tout ce qui est la santé. C'est à un moment donné, je sais pas, vous commencez un nouveau programme de physio, vous vous demandez est-ce que je devrais en parler, est-ce que je devrais pas, comment j'amène ça? Bien, ces questionnements-là que vous avez, exact. On est là justement pour vous aider à y réfléchir puis vous proposer des solutions pour que vous soyez capable de faire votre travail, d'entretenir vos plateformes avec authenticité puis avec la spontanéité que vous avez sans nuire à vos communautés. Puis peut-être je rajouterais, tu sais, une des raisons pour laquelle c'est tant d'actualité, puis on en avait parlé en lien avec la création de la formation, c'est que déjà, le monde est en changement par rapport à comment on réglemente ce qui est dit en ligne. Fait que, tu sais, il y a un exemple en France, ils ont passé un projet de loi qui est très ambitieux, qui réglemente vraiment à quel point on a le droit et ce dont on peut parler en ligne. Et ils ont vraiment inclus tout ce qui peut avoir un impact sur la santé publique. Fait que des gens ne peuvent plus dire n'importe quoi en termes de faire la promotion d'un produit naturel, faire la promotion d'un supplément, faire la promotion d'un médicament, etc. Il y a vraiment des réglementations. Et si ça s'est fait en France, c'est sûr que ça va se faire à un moment donné au Québec, au Canada. C'est sûr qu'il y a des discussions pour encadrer tout ça. Et justement, tu sais, on est un petit peu d'avance par rapport à ça. On veut prendre le pas d'avance et déjà donner des outils puis faire partie de la solution par rapport à ça. Fait que donner des outils aux gens, puis tu as donné un exemple qui est très concret, qui peut parler aux gens, mais juste quand on décide puis on se fait approcher par une compagnie qui dit « Hey, on aimerait ça que vous parliez de notre jus qui peut, je sais pas moi, booster le système immunitaire, entre guillemets. » Ben, c'est quoi les questions qu'on devrait se poser quand on fait face à une proposition d'une telle campagne publicitaire? Est-ce qu'il y a des questions qu'on devrait se poser? Est-ce qu'il y a des impacts potentiellement négatifs? C'est quoi les façons positives d'en parler? Fait que notre formation, elle va servir à donner les outils aux gens quand ils se posent ces questions-là. Et peut-être que si les gens ne se posent pas ces questions-là, ça va juste leur ramener les questions à se poser par rapport à qu'est-ce qu'on devrait considérer quand on fait de la promotion de tout ce qui a trait de près ou de loin à la santé. Oui, puis une autre des choses aussi qu'on veut amener, puis tu l'as bien mentionné, c'est d'améliorer ce travail collaboratif-là. Il y a nous, notre formation, donc 3 heures avec vous où est-ce qu'on vous présente du contenu, on discute d'outils, on vous fait réfléchir et tout ça. Mais ce qu'on veut fournir aussi, c'est une liste de ressources, en fait, des professionnels de la santé que vous pourriez contacter. Donc, disons, je suis nutritionniste, vous vous faites approcher par une compagnie de suppléments. OK, là, je me souviens ce que j'ai vu dans la formation, mais là, concrètement, j'ai des questions additionnelles. Hey, OK, ben j'ai Myriam sur la liste que je peux contacter. Myriam, peux-tu nous aider? Comment est-ce qu'on pourrait bien faire ça? Même chose pour une thématique en physio, quelque chose qui touche le cancer, avec Kevin, etc. Donc, c'est vraiment, on est là pour vous aider puis essayer de main dans la main de faire de nos plateformes des lieux plus bienveillants et vecteurs de changement positif pour la société. Puis c'est une formation qui est en personne, donc interactive, et on est quand même pas pire le fun. C'est une formation qui va être quand même le fun. On est très le fun. Je repasse en nos diapos, là, c'est pas mal mieux qu'un webinaire en ligne que les gens consomment tout seuls. On veut vraiment aller à la rencontre des gens, avoir des échanges, comprendre leurs enjeux, comprendre leurs questionnements, un peu comment eux voient leur travail, puis juste apporter des outils
puis que ce soit un vecteur de changement positif. Mhm. Kev, c'est quoi qui t'a motivé à travailler là-dedans? Pourquoi c'est important pour toi cet enjeu-là, ce projet-là? Ben, moi, je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, là, c'est les marchands de rêve, les experts improvisés, les gens que du jour au lendemain, ils se disent experts sur tout et rien. C'est venu me chercher un peu parce que ce qu'on apprend en faisant des longues études comme on a fait, les trois alentours de la table, c'est l'humilité par rapport à nos connaissances. Plus on fait de la recherche, plus on réalise qu'on sait rien. Ouais. Alors que j'aurais anticipé le contraire, je me suis dit, peut-être j'en sais plus que j'en savais au départ. Non. Donc, c'est ça, c'est un peu cette notion-là de responsabilité que je trouve qui a été un peu évacuée dans les derniers temps. Peut-être parce que les réseaux sociaux sont venus très rapidement, puis ça a déboulé très rapidement, peu importe. Mais au final, comme on disait, les gens sont excessivement bien intentionnés. C'est juste peut-être qu'ils manquent d'outils. Puis je crois que c'est à nous, les personnes qui ont ces outils-là, de leur transmettre. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer dans ce projet-là. Ça, puis aussi, il faut dire les titres sensationnalisme. Moi, je suis épidémiologiste, hein, donc j'aime les chiffres. Ouais. Donc, je suis un peu tanné de voir des titres du genre la pilule contraceptive augmente de 2 fois le risque de telle affaire. Comment on interprète ces chiffres-là? Qu'est-ce que ça veut dire si on va en parler dans la formation? Absolument, c'est ça. Donc, sans faire un cours de mathématiques, mais il y a des façons très simples de dire, OK, ben oui, ça, c'est du relatif. Si je te dis que la dette, elle a augmenté de 5%, mais elle aurait pu augmenter de 400% aussi. Donc, 5%, c'est pas beaucoup. Mais 5% de la dette, peut-être une couple de millions de dollars, sinon de milliards de dollars, puis c'est quand même substantiel comme montant en absolu. Ouais. Donc, c'est un peu de parler de ce genre de concept-là de manière très simple. OK? Inquiétez-vous pas. Puis Myriam, toi, pourquoi ça t'a appelé ce projet-là? En fait, c'est on a eu cette idée commune, on avait un peu la même idée, puis on s'en est parlé à un moment donné, puis on s'est dit, OK, il faut peut-être le faire. Oui, exactement. Puis je me souviens, j'étais chez Kev en train de, je sais pas, prendre une bière, chiller, puis là, j'y ai parlé de ce projet, puis il m'a regardé dans les yeux, puis il a dit, Myriam, comme, j'aimerais vraiment s'embarquer. Puis là, j'ai vu le petit feu dans ses yeux, puis j'ai dit, OK, on va faire une équipe de feu. Puis c'est ça. Donc, c'est sûr qu'évidemment, je pense que moi, depuis que je m'intéresse à la santé, à la nutrition, quand je vois de la désinformation en ligne, quand je vois l'impact sur les gens, j'ai de la misère à mettre des mots là-dessus, à quel point ça vient me chercher en dedans, que ça me déchire le cœur, puis ça me met en colère. Donc, il y a tout le temps eu cette volonté-là, je pense, de faire en sorte que les milieux en ligne soient des endroits où la désinformation ne se propage pas, où ça ne va pas être une source de stress additionnel dans la vie des gens. Donc, il y a ça aussi, réduire les méfaits de la désinformation puis du contenu en ligne sur le grand public et les personnes vulnérables tout particulièrement. D'un autre côté, je vois vraiment le potentiel de ces plateformes-là, donc comment est-ce qu'on peut joindre ces forces-là. Puis personnellement, tu dis, Alex, qu'on est bien le fun, mais pour moi, je me sens extrêmement privilégiée de travailler avec 2 gars qui sont aussi passionnés, allumés là-dessus. Je pense qu'en mettant nos forces ensemble, on peut vraiment amener ça de l'avant. Oui, absolument. Puis tu sais, pour ma part, moi, il y a un principe que je garde toujours en tête, que j'aime bien, c'est on peut pas reconnaître ce qu'on connaît pas. Puis on peut pas... Tu sais, des fois, c'est... L'élément qu'on veut voir, il n'est pas loin, mais on regarde juste pas à la bonne place. Fait que c'est un peu ça que j'ai en tête quand je dis on peut pas reconnaître ce qu'on connaît pas. Je sais qu'à la base, les gens qui font un travail de contenu sur les réseaux sociaux, peu importe le type de background qu'ils ont, c'est toujours... 99,9% des gens, c'est avec une intention bienveillante et positive. Il y a presque personne qui est à la base mal intentionné. Tout le monde part d'une belle idée et d'un bon endroit intérieur. Mais ce que je dis justement, c'est que si tu sais pas les impacts, autant positifs et négatifs, tu peux pas les reconnaître. Donc, moi, c'est important pour moi de partager nos connaissances en lien avec c'est quoi les questions qu'on devrait se poser. Juste amener les gens à ouvrir les yeux sur certains éléments. Puis, au final, pour le bénéfice de tous. Fait que pour le bénéfice des créateurs, des créatrices, parce que, tu sais, on parle de lois qui pourraient encadrer éventuellement, mais c'est des lois qui vont, entre guillemets, restreindre leur travail. Fait que comment on va naviguer tout ça? Donc, ça a un bénéfice pour eux et elles, mais ça a aussi un bénéfice pour le grand public, parce qu'on va avoir plus de chances d'avoir accès à tout le temps à de la bonne information, ou à tout le moins d'avoir plus d'outils pour être capable de savoir est-ce que cette information-là, elle est fiable ou non. Et aussi pour les professionnels de la santé, parce qu'au final, les professionnels sont là pour aider le public. Tu sais, c'est des gens qui veulent créer un vecteur de changement positif pour la santé. Et si on a un petit peu moins de désinformation en ligne, bien, ça va être un pas de plus vers l'atteinte de nos objectifs. Puis, tu sais, pour les créateurs, créatrices de contenu, on veut aussi réduire, parce qu'il n'y a personne qui aime ça quand tu mets une publication de l'avant,
puis que les gens réagissent négativement, tu reçois du backlash, de la haine en ligne. Que les gens ils suppriment leurs publications. Tu sais, ça arrive là Oui, encore. exactement. Puis des fois, justement, c'est « Hey, j'ai fait une collab, mon but, c'était vraiment juste de mettre de l'avant un produit que j'aimais, d'aider ma communauté. » Puis que là, il y a une réaction négative. Des fois, ça, je veux dire, d'un côté, c'est bien que les gens en ligne soient allumés puis vont venir flaguer quelque chose qui est inadéquat, mais c'est pas le fun comme être humain de vivre ça. Donc, de réduire le nombre d'expériences négatives qu'ils vont vivre de ce côté-là. Puis pour une agence aussi, c'est pas chouette si vos influenceurs vos créateurs de contenu se font traîner dans la boue pour quelque chose qu'ils ont mis en ligne. Donc, on est là aussi pour réduire ces moments-là qui sont pas super agréables. Absolument. Fait que là, on lance ça. On est l'automne 2023. Les gens peuvent déjà nous contacter parce que la formation, elle est prête. Oui. Elle est construite, elle est pleine, on a hâte de la donner. Donc, les façons de nous contacter. Ben, d'abord, pour en savoir plus sur le projet, il y a différents endroits. On a un site web. Veux-tu juste nous rappeler l'adresse, Myriam? www.scienceinfluence.com. Excellent. Fait que ça, c'est le nom de notre groupe, Science Influence. Alex va le mettre dans la description de l'épisode. Ouais, ça va être dans la description de l'épisode du podcast. Et on a aussi notre page Instagram, donc c'est Science Influence sur Instagram. Science.influence. Science.influence, merci. Et si les gens veulent nous contacter pour en savoir plus, fait que ça peut être soit pour avoir plus de détails sur notre formation, si avec notre site web, ils n'ont pas toutes les informations nécessaires. Ça peut être pour nous booker, pour qu'on puisse aller organiser la conférence dans leur milieu. Ou ça peut être simplement pour ouvrir le dialogue, peut-être avoir des opportunités futures par rapport à des collaborations pour ce projet-là, pour cette conférence-là. Donc, les gens peuvent soit nous écrire à notre adresse courriel, que tu pourras nous rappeler, Myriam. scienceinfluence@gmail.com. Excellent. Ou sinon, directement sur le site web, il y a une page « Contactez-nous » où les gens peuvent nous écrire directement. Je pense que sur toutes les pages, il y a des petits boutons de courriel. Fait que cliquez là-dessus ou sinon, slidez dans nos DM sur Instagram. Sur Instagram, on a Madame la présidente Myriam qui nous gère nos réseaux sociaux. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à comment nous joindre? Non, je pense que ces trois-là, où tu sais, si disons, les gens te suivent toi, Alex, ben je pense que puis ils sont pas certains de comment nous trouver, ils écrivent à Parle-moi de santé. Hey, Alexis, ta formation dont tu parles dans ton podcast, où est-ce que je m'en vais? Même chose pour moi ou pour Kevin, mais je dirais que principalement, c'est nos trois grandes plateformes présentement. Excellent. Puis j'invite les gens, tu sais, les gens qui sont intéressés par notre projet, mais qui pensent pas que ça les vise en termes de formation, ben vous pouvez simplement suivre notre page Instagram Science Influence, sur laquelle on va créer un petit peu de contenu en lien avec la formation et peut-être qu'éventuellement avoir un peu plus d'informations en lien avec la formation. Et surtout, on va probablement documenter le tout de nos périples à travers les formations. Fait que si ça vous tente de voir un petit peu comment ça se passe notre projet, on vous invite à nous suivre. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Je pense que tu as fait le tour. Ça fait le tour? T'as vraiment fait le tour. Excellent. Est-ce qu'on a dit qu'on était le fun? Je pense qu'on l'a dit qu'on était le fun. Vraiment le fun. J'aimerais ça qu'on conclue en ayant peut-être un dernier tour de table avec un truc. Ce serait quoi votre truc? Je vous prends le cours, je vous prépare pas pour toutes les questions. Hein? Ce serait quoi si vous aviez un truc que vous donnez aux gens qui consomment de l'information sur les réseaux sociaux? Si on fait le truc d'autodéfense intellectuelle, c'est-à-dire, c'est quoi les éléments qu'on peut utiliser, des petits trucs qu'on peut se poser comme question quand moi, Alexis, je suis sur Instagram, Facebook, sur Twitter, qui est maintenant X, pour décider si c'est une bonne information ou non. Ça peut être soit une question que je peux me poser. J'ai une phrase. Bon, vas-y, Je Kev. dis tout le temps, c'est de se méfier des solutions simples à des problèmes complexes. Parfait. Donc ça, ce serait quelque chose en tête. Si on parle d'un problème complexe et que la solution est simple, il faut tout de suite que ça nous allume un petit drapeau. On se pose des questions, questions. Doute, puis on essaie de remonter à la source. Puis... Excellent. Premier outil, Je Myriam? suis contente. Hier, je me suis couchée, puis tu sais, quand j'étais sur le bord de tomber dans les bras de Morphée, j'ai eu une pensée par rapport à justement cette question-là, sans savoir que tu allais la poser, puis je l'ai notée dans mon cell, donc là, c'est dans ma petite tête. Donc, je dirais que les gens prennent l'habitude de prendre un pas de recul, que quand on va chez le médecin, quand on va chez le physio, on va chez le psychologue, chez la nutritionniste, peu importe, jamais le professionnel va nous garrocher une recommandation juste de même, sans au préalable nous avoir évalué adéquatement, poser beaucoup de questions, discuter de la recommandation avec nous, pour voir si après on peut l'adopter et changer un comportement X ou Y. Donc, considérant que dans un contexte professionnel, c'est comme ça que les choses se passent, pourquoi est-ce qu'on laisserait une seule information vue en ligne changer notre quotidien directement? Mm-hmm. Donc, je pense que le mot à retenir, c'est de ne pas laisser une information en ligne changer directement ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Ça peut venir susciter des questionnements, de l'intérêt, mais avant de faire un changement concret dans notre quotidien, c'est important de prendre un pas de recul et de se poser. Moi, je vais tricher, j'en ai deux. Ah, là! Je suis désolé, mais c'est mon podcast, fait que c'est moi qui décide. Mon premier, ce serait en anglais, je vais le traduire, mais en anglais, ils disent « Beware of the hype ». Donc, méfiez-vous de la mode ou méfiez-vous pas de la mode, genre
les crop tops et les jeans lousses, là, les mom jeans. Vraiment, méfiez-vous de la mode en termes de... Méfiez-vous des nouvelles tendances à la mode que tout le monde a tendance à suivre quand on parle de santé. Tu sais, le nouveau supplément que tout le monde prend, la nouvelle routine beauté pour l'acné, peu importe. Donc ça, ce serait le premier élément. Et le deuxième élément, posez-vous la question, à qui je m'adresse, qui me parle? Donc, c'est-à-dire, quand je lis une information, la personne qui est devant moi, est-ce qu'elle a les qualifications nécessaires pour parler du sujet X ou Y? Fait que si la personne me recommande un supplément, mais c'est quoi la formation qui lui permet de parler avec autorité d'un supplément? Versus, est-ce que c'est simplement une expérience personnelle? Puis à ce moment-là, si c'est une expérience personnelle, ben on devrait juste le prendre avec un grain de sel, comme n'importe quelle expérience personnelle. Puis là, moi, je suis madame la présidente, donc je vais en rajouter un deuxième. Ben là, moi aussi, je vais en rajouter un deuxième. Dernier tour de table. Donc, puis moi aussi, c'est une phrase simple. Des affirmations incroyables requièrent des preuves incroyables. Absolument. Absolument d'accord avec ça. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je me dis, si t'as 40 ans et moins, puis que t'as un pilulier, puis t'as pas de problème de santé, pose-toi des questions. Est-ce que t'as vraiment besoin de toutes ces pilules-là, ces suppléments-là? À valider avec un professionnel de la santé. Absolument. Excellent. Ça conclut cet épisode sur la désinformation en santé et petite promotion pour Science Influence. Donc, d'abord, merci à vous pour de vous être déplacés aujourd'hui en ce novembre enneigé. Et voilà, on invite les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous suivre personnellement parce que vous avez aussi vos plateformes. Si les gens ne vous connaissent pas déjà, Kevin L'Espérance sur Instagram. Oui, K.L'Espérance. K.L'Espérance et myriambaudry.dtp. Myriam.baudry.dtp. Sur Instagram. De toute façon, si on écrit Myriam Baudry dans Instagram, on trouve. C'est assez facile. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler et longue vie à Science Influence. Et on a-tu dit qu'on était le fun? On est le fun. On est tellement le fun, là. On est vraiment le Merci fun. à toi, Alex, de nous Ça recevoir. fait vraiment plaisir. À la prochaine. Ciao.